séance de cette semaine sur la capacité mondiale de l'établissement du vaccin COVID-19. Je m'appelle Bruce Struminger avec le projet ECHO à l'Université du Nouveau-Mexique, New Mexico, et c'est un plaisir d'être ici en soutien de cette série COVID-19 avec quelques questions d'intendance avant de commencer. Principalement, nous avons l'interprétation disponible en français et en espagnol. Si vous cliquez sur le globe qui se trouve en bas de votre page à droite, vous pouvez sélectionner le français ou l'espagnol. L'interprétation se trouve là. Nous attendons avec impatience vos questions. Veuillez nous les poser dans la séance, dans l'option QA. Et nous allons faire un suivi de ces questions pour y répondre dans l'ordre du possible. D'autre part, si vous avez des questions de technologie ou de logistique, veuillez poser vos questions dans la section chat où nous aurons également un lien pour obtenir votre certificat de participation. Nous enregistrons cette séance d'aujourd'hui et votre présence est consentement implicite à être enregistrée. Il y aura des enregistrements en français, en anglais et en espagnol. Ces enregistrements seront disponibles sur le site web qui est consacré à cette tâche. Ce sera disponible à tout le monde. Pour le certificat de participation, ce sera via l'Université du Nouveau-Mexique, via un lien que l'on trouvera dans le chat. Il y aura un sondage de 2-3 minutes qui nous aidera à continuer à améliorer ces séances et sessions que nous proposons. Utilisation de données, les données que vous nous donnez lorsque vous enregistrez est stockée de manière très soigneuse. Nous prenons cette question d'information très au sérieux. Toutes vos informations sont maintenues dans la confidence et simplement utilisées à des fins internes. Comme rappel, nous avons 2 formations OMS. La première concentrée sur le déploiement national et la planification de la vaccination. Ça fait partie de cette série. Et l'autre qui est concentrée sur la formation pour les travailleurs de la santé et le personnel sanitaire, qui sont des séries d'apprentissage en ligne. Et vous aurez également des liens pour ceci dans la section chat. Je passe la parole à Sosana Goldin avec l'OMS. Sosana. Merci Bruce, bonjour tout le monde et bienvenue. J'ai quelques annonces, l'ordre du jour et les objectifs d'apprentissage de cette séance d'aujourd'hui. Quelque chose d'excellente à vous dire. Tout d'abord, nous avons un nouveau cours OMS vaccin et spécifiquement consacré aux ressources. Ça vous permet de savoir comment manipuler et administrer le vaccin COVID-19. Nous allons apprendre beaucoup de choses à ce sujet au fait aujourd'hui. Des ressources additionnelles seront téléchargées à ce cours au fur et à mesure qu'elles sont disponibles. Vous pouvez trouver cela en anglais, mais ce sera traduit dans toutes les langues de l'ONU, plus le portugais, arabe, chinois, français, espagnol, russe et portugais, en plus de toutes les autres langues qui seront demandées. En parlant de traduction-interprétation, notre cours a été traduit dans de nombreuses langues et est disponible en anglais, arabe, chinois, néerlandais, indonésien, macédonien, russe, espagnol et aussi en vietnamien. Nous aurons le français et le portugais qui sera ajouté à ce cours sous peu. Nous avons également une série de références qui pourraient être utiles pour tous les travailleurs de la santé et le personnel sanitaire. La première est une liste qui aide les travailleurs et les superviseurs à planifier et faire des séances de vaccination COVID-19. La deuxième est un diagramme de communication qui aide le personnel sanitaire à répondre à des questions sur la manière de gérer les différents types de scénarios possibles lors de la vaccination COVID-19. Acceptation, hésitation, incertitude.
Toutes ces ressources sont disponibles sur notre outil de travail COVID-19. Beaucoup d'entre vous étaient avec nous mardi passé, qui était concentré sur la prévention de l'infection et le contrôle. Pour que ce soit clair sur certains aspects clés de l'utilisation d'aiguilles et de seringes, nous avons ces ponctualisations qui sont disponibles pour tous les participants et les personnes présentes ici. Principalement, les seringues et les aiguilles ne devraient jamais être réutilisées. Une nouvelle aiguille stérile et une seringue stérile sont utilisées pour chaque patient et chaque injection. De plus, il faut comprendre ce qu'une seringue représente et ce que cela peut faire. Toutes les seringues utilisées sont destinées à être utilisées seulement une fois. Pour cette raison, il est très important de comprendre ceci et avoir des pratiques d'injection qui seront sûres. Il y a différents types de seringues qui sont à éliminer une fois qu'elles ont été utilisées et vous trouverez des informations avec les liens qui se trouvent ici sur cette diapositive. Sur ce, passons à la diapositive suivante. Je vais vous donner un aperçu de ce qui va se passer aujourd'hui. Alireza va parler de la régulation et règlement sur les leçons apprises et actualisation sur le vaccin COVID-19. Nous entendons de John et Dorcas sur les aspects clés de l'acquisition. Nous aurons aussi la section « Qu'est-ce qui vient maintenant ?» et finalement, nous aurons une foire aux questions pour que vous puissiez poser vos propres questions pour que nos spécialistes puissent y répondre. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur des informations clés et des mises à jour sur les aspects légaux ou réglementaires de l'acquisition, du déploiement dans le déploiement de vaccins COVID-19. Tout d'abord, nous expliquons le processus pour les pays pour qu'ils se préparent pour l'autorisation sur le marché pour le vaccin COVID-19, ainsi que les documents légaux qui doivent être signés. Et ensuite, donner les aspects principaux de l'acquisition de vaccins COVID-19 et les distributions supplémentaires. Alireza va nous parler des leçons apprises et des questions légales. Merci Shoshana et merci à tout le monde pour votre présence à cette réunion. Je m'appelle Reza Khadem et je parle depuis le bureau de l'équipe légale de l'OMS pour parler des leçons retenues jusqu'à présent et des questions de règlement et loi applicables. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler beaucoup d'NDVP et des différents chapitres que nous avons dans cette règle, dans cet ensemble d'orientation. Il y a deux chapitres, le chapitre 2 et chapitre 10, qui parlent de questions en rapport avec les activités légales et réglementaires. Le chapitre 10 en particulier parle de suivi de sécurité du vaccin, qui est aussi une activité réglementée, mais plus en rapport avec la phase post-marché. La façon dont nous voyons la question du règlement consiste les vaccins 19 à deux phases. Tout d'abord, la phase pré-marché et la phase post-marché avec trois activités réglementaires dans la phase pré-marché, qui est l'approbation réglementaire du vaccin, avec le permis d'importation qui doit être délivré par les autorités législatives et aussi la mise à disponibilité de ce vaccin. Et au fur et à mesure que ces vaccins arrivent, et comme c'est une nouveauté, les informations peuvent être incomplètes. La phase post-marché devient importante à l'heure de faire un suivi pour voir la sécurité, l'efficacité et qualité des vaccins qui sont utilisés. Sur base de ceci, il y a une série de messages importants
qui sont vus dans le deuxième chapitre de ce NDVP. On demande aux pays et on conseille les pays de préparer différentes possibilités en cas d'urgence. Ceci permettra aux autorités dans les pays de suivre les vaccins en faisant une évaluation dans un laps de temps réduit. Pour permettre d'avoir accès à ce groupe de vaccins, nous demandons au NRA de développer des systèmes d'urgence en utilisant une méthodologie basée sur le risque, en regardant leurs produits les plus près, en choisissant une décision réglementaire à ce sujet. Et nous demandons au pays de mettre ceci en pratique et en réalité de faire des simulations et autres exercices de préparation avant de se retrouver dans cette situation pour être bien certain que ces systèmes fonctionnent en cas d'urgence. Et nous encourageons très chèrement de suivre les méthodologies et les décisions d'OMS du point de vue des autorités de réglementation, et spécialement pour les pays qui n'ont pas une capacité de réglementation pour prendre ce genre de décision rapidement et peuvent profiter de ce que d'autres pays ont déjà fait ou ce que l'OMS a déjà fait pour les aider à prendre ce genre de décision. Dans la même veine, nous demandons aussi aux pays de mettre leurs besoins en ligne pour les permis pour les vaccins dans l'importation. Avec le test, on voit qu'il y a une tendance à tester ces vaccins, mais nous sommes très clairs ici. Nous ne conseillons pas le test de ces vaccins, encore une fois, au niveau des pays, parce qu'ils ont déjà été testés avant d'être importés par ces pays. Et ceci en considération du test, nous ne conseillons pas que les pays le fassent. Ceci aidera le système de réglementation d'avoir une approbation qui soit plus rapide. Comme ça a été dit auparavant, nous conseillons les pays à renforcer leur système de suivi de sécurité pour pouvoir contrôler et suivre les vaccins qui sont utilisés dans leur programme pour voir s'ils sont encore sûrs, efficaces et avec la qualité minimale nécessaire. Bien sûr, ici, nous essayons également d'établir à l'OMS des feuilles de route spécifiques pour ces vaccins pour qu'ils soient évalués à l'OMS et avec un programme de qualification. Nous avons pris l'initiative d'impliquer beaucoup d'organes de réglementation dans ce processus en invitant l'évaluation de ces vaccins pour que ces vaccins soient acceptés au niveau des pays. C'est ainsi que lors du développement du LNDVP, nous avons essayé de mettre en ligne ces principes d'orientation. VIRAT, qui est l'introduction du produit, du vaccin que nous avons. Avec VIRAT, nous avons une coordination avec la philosophie que j'ai mentionnée tout à l'heure. Comme c'est expliqué par Shoshana au début, des outils de formation ont été développés sur le chapitre 2. Encore une fois, le lien se trouve ici et il est accessible à vous tous. Et aussi, en supplément de ceci, comme je l'ai expliqué, nous conseillons aux pays de faire des exercices de simulation pour savoir quelle est leur capacité à pouvoir approuver ce vaccin à temps. Et pour cette raison, nous avons développé un exercice de simulation qui peut être utilisé par les différents pays. Ceci vous aidera à mettre toutes les choses en pratique pour comprendre si ça fonctionne au niveau de votre pays. Sur ces diapositives, nous voyons que nous avons aussi rajouté récemment, et ceci a été développé
lors des dernières semaines. Nous avons développé un nouveau système informatique de simulation tout à fait informatisé avec les différentes étapes. Il y a 21 ou 22 étapes lors de cet exercice qui peuvent être utilisées. Cet exercice de simulation est très utile à l'heure de simuler toutes les étapes de la préparation réglementaire. Cet exercice donne énormément d'informations additionnelles aux participants en leur donnant toutes les informations de fond, les différents conseils, etc. Ce n'est pas seulement un exercice de simulation, mais aussi une formation qui donne toutes les informations nécessaires aux participants. C'est très facile à utiliser et peut être utilisé en fait par n'importe qui a un rôle dans les activités de réglementation. Cet exercice de simulation donnera également à la fin un certificat si vous arrivez à passer toutes les étapes et répondre correctement à la plupart des questions. Ici, vous verrez le processus qui est suivi pour la validation des vaccins, comme ça a été expliqué dans COVAX. Après que l'OMS ait donné la liste d'usage d'urgence de ces vaccins, et c'est réellement basé sur les décisions par les autorités réglementaires, l'OMS signera un document de confidentialité avec les pays et sur base de cet accord, les pays auront accès aux informations et également les documents de fabrication qui sont donnés par les fabricants à l'OMS pour l'évaluation et l'utilisation d'urgence. Et bien sûr, aux informations d'évaluation qui sont préparées par nos équipes dans l'OMS. Sur base de cette information, nous pensons que la validation sera faite sur les produits et ceci sera fait par les autorités réglementaires et ceci inclut bien entendu les besoins d'importation et la mise en disponibilité de ces produits. Certains pays, je dois dire, ne devraient peut-être pas passer par tout ce processus d'évaluation des produits et pourraient s'appuyer totalement sur les procédures de l'OMS, ce qui veut dire la validation des vaccins dans un laps de temps très court. Ici, nous avons quelques diapositives pour vous expliquer quel est le status présentement au niveau de la validation des vaccins au niveau mondial. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que les vaccins validés, ici je parle de AstraZeneca, produit par l'Institut d'Indo, l'équipe du Corée du Sud, qui fait partie des accords COVAX qui va partir dans tous ces pays, a déjà commencé, les vaccins ont déjà été envoyés à certains pays. Comme vous pouvez l'observer ici, ce que l'on voit en vert, il y a à peu près 101 pays qui ont validé ces vaccins en dehors les 15 jours après l'évaluation faite par l'OMS et l'annonce de ces vaccins qui ont été ajoutés sur la liste d'utilisation d'urgence de l'OMS, ce qui est un chiffre assez significatif. Comme vous pouvez le voir, de 145 pays objectifs, il y a encore quelques pays qui sont soit en voie de ou qui n'ont pas encore émis cette validation. Nous espérons que ce nombre sera réduit dans les prochains jours. Les informations nous sommes données ici du 5 mars, vendredi passé, mais la situation évolue chaque jour et je dirais même chaque heure qui passe. Alors ici, vous pouvez observer la situation sur l'approbation, la validation réglementaire pour Pfizer, AstraZeneca et également AstraZeneca SK Bio. Comme vous pouvez l'observer, ces vaccins ont été validés également dans de nombreux pays
et nous faisons un suivi avec les pays qui sont encore en voie de ou qui sont en train d'évaluer ce vaccin ou pour lesquels le processus n'a pas encore été finalisé. Ceci montre la situation en date du 8 mars et nous faisons un suivi pratiquement de manière quotidienne pour voir si ces pays finissent par valider ces vaccins. Il y a aussi des pays qui ont déjà validé un ou plusieurs vaccins dans leur pays. Ce que vous voyez en vert pourrait être une répétition pour un pays qui a déjà validé plusieurs vaccins au même moment. L'OMS a fait un suivi pendant plusieurs pays sur 48 pays qui sont appelés PIP, ce qui veut dire préparation sur la pandémie de la grippe. C'est 48 pays qui avaient la capacité de répondre rapidement à une épidémie de grippe en approuvant les vaccins sur une période de temps très réduite pour les vaccins de la grippe. Comme vous pouvez le voir ici, la situation est beaucoup plus promettante. De 48 pays, 45 ont déjà approuvé, validé ce vaccin, un ou plusieurs vaccins COVID, et les 3 pays restants sont réellement en train de voir des problèmes qui n'ont rien à voir avec le règlement et la législation. Cela va au-delà de ce qui serait une question de réglementation. Ceci montre qu'en fait, les efforts ont eu un impact au niveau des pays et nous voyons davantage de pays réagir avec des homologations et des validations rapides de vaccins, et particulièrement ici, dans ce cas, du vaccin COVID. Certains faits et éléments que je souhaitais partager avec vous sont sur la prochaine diapositive. C'est en réalité ma dernière diapositive et je voudrais insister un peu plus sur les défis réglementaires et législatifs qui sont réels dans ces pays et desquels nous avons appris durant cette situation d'urgence que nous vivons. Un des principaux défis que je vais mentionner est celui de la capacité des fabricants de donner des dossiers de vaccins à plusieurs NRA. Comme vous le savez, les autorités réglementaires demandent de manière continue pour certaines informations qui devraient leur être remises, et sur base de ceci, ils prennent leurs décisions sur soit autoriser ou pas autoriser le produit. C'est, je dirais, une activité qui est très fréquente au niveau des autorités réglementaires et de régulation locales. Ici, nous avons une situation très spécifique. Les fabricants ont beaucoup de gestion à mener avec les autorités et c'est parfois difficile pour eux et de ne pas envoyer. Il est parfois difficile d'envoyer ces informations et de gérer leur situation avec toutes les autorités, les différentes autorités. L'OMS, dans ce cadre-là, a lancé une conversation avec ses fabricants de manière à pouvoir leur donner cette information et donner cette information au NRA en signant des accords de confidentialité entre les NRA et l'OMS pour essayer de résoudre ce problème autant que possible, même s'il y a encore quelques besoins qui amènent des présentations par les fabricants ou les représentants des fabricants au NRA. Cependant, nous voyons que les pays deviennent plus flexibles et utilisent une agilité en termes de demande vu la situation à laquelle nous devons faire face. Un autre défi que nous retrouvons, c'est la demande d'informations supplémentaires, des questions ou documents qui sont demandés par les NRA aux fabricants.
Ceci crée aussi un bouchon car beaucoup de questions ou informations supplémentaires sont demandées directement aux fabricants et les fabricants n'ont parfois pas cette capacité de pouvoir répondre à toutes ces questions. Nous essayons de cette manière à pouvoir avoir un rôle d'interface entre les NRA et les fabricants. Et nous recevons également beaucoup de demandes pour pouvoir répondre aux autorités nationales en leur donnant l'information dont ils ont besoin. L'autre défi auquel nous devons faire face, pas systématiquement, mais certains pays demandent les tests des vaccins et veulent savoir plus spécifiquement non seulement sur les vaccins qui sont testés, mais aussi les réagents et les méthodologies ou les procédures ou la manière dont ce vaccin devrait être testé. Et ceci a également créé quelques problèmes, sachant que nous ne conseillons pas les NRA ou les laboratoires de contrôle de faire des tests sur ces vaccins. Et sur base de certaines négociations qui sont en cours avec certains de ces pays, nous finissons par les convaincre de ne pas tester ces vaccins présentement. Et comme je l'ai dit, ces vaccins ont déjà été testés par les autorités compétentes d'homologation et au niveau du fabricant. Et il n'y a aucun besoin de faire davantage de tests. Mais ce genre de demande nous vient à l'OMS pour faire de nouveaux tests sur ces vaccins. Il y a également des demandes qui viennent de différents partenaires pour des décisions et homologations rapides des vaccins par l'OMS et au niveau des pays. Ceci est également un autre défi auquel nous devons faire face et que les pays doivent gérer à cause de ce type de demandes qui leur arrivent au moment de décider si l'homologation et l'approbation va se faire rapidement. Et ceci est dû au nombre de demandes qui arrivent de manière cumulative et qui peuvent retarder l'homologation et la validation de ces vaccins. Je parle ici, bien sûr, des défis principaux que nous avons identifiés, mais en total, je dirais, nous sommes très heureux avec la vitesse à laquelle ces vaccins ont reçu l'assentiment. Et je dirais que pour ceux qui n'ont pas encore donné l'homologation à la validation de ces vaccins, nous sommes en train d'aider ces pays pour essayer de les aider à prendre leurs décisions sur les vaccins en question. Sur ce, je mets un terme à ma présentation et ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions si vous en avez. Merci, Shoshana. Merci, c'est merveilleux. Nous allons maintenant passer à notre partie de l'acquisition. Nous avons ici John Fitzsimmons et nous passerons ensuite à Dorcas Newtoft pour voir quelles sont les réponses sur la question d'acquisition des vaccins COVID-19. Commençons avec John et Dorcas interviendra ensuite. La première question est comment est-ce que l'acquisition des vaccins COVID-19 et les éléments supplémentaires différents de l'acquisition qui est faite dans le cadre d'autres produits? Oui, merci Susanna. Bonjour tout le monde. Je m'appelle John Fitzsimmons. Je suis responsable de l'acquisition ici à PAO, OMS pour la zone Amérique. Merci pour cette question. De notre point de vue, à la PAO, PAHO, nous avons une expérience déjà acquise avec le virus de la grippe et la pandémie H1N1 de l'année 2019-2010.
Vous vous souviendrez peut-être que beaucoup de nos pays dans la région ont été les derniers à recevoir des vaccins. Cette fois-ci, avec Covid, avec l'accélération et le mécanisme Covid, ceci a aidé certains pays de pouvoir se poser pour recevoir le vaccin plus vite. Bien sûr, il existe un nombre de défis dont on a déjà entendu parler du point de vue de règlement et législation. Nous essayons de faire en sorte que une plus grande équité soit donnée au pays en termes d'accès aux vaccins à un moment plus rapide pour pouvoir recevoir ces nouveaux outils qui arrivent sur le marché. Nous travaillons en collaboration avec la division UNICEF et n'ignorons pas cela, il y a un dialogue de manière quotidienne avec Dorcas et avec les autres équipes qui sont à l'UNICEF. Et tout commence avec le processus d'allocation et cette information sur les doses et la distribution dans les pays va via COVAX et revient aux deux agences d'acquisition. Et ceci est différent de la façon dont nous avons travaillé ici à la PAO. Nous avons une interaction avec un centre global plutôt qu'au niveau des pays, mais avec les conseils techniques sur la distribution des doses. Je dirais donc que tout le système d'information et de coordination est nécessaire pour que ceci se passe. Et pour faire un commentaire sur le marché, proprement dit, c'est un marché qui est généré par la distribution du point de vue des produits et des seringues. Donc, un contact avec les fournisseurs est très nécessaire, la collaboration avec eux et travailler avec eux pour résoudre des problèmes alors qu'ils se produisent est très important. Il faut garder une agilité et avoir un contact avec les fournisseurs. Je vous repasse la parole. Merci pour ces clarifications. Dorcas, du point de vue de l'UNICEF et également de la distribution. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je dois ajouter beaucoup de choses à ce que j'ai dit parce que nous travaillons en étroite collaboration et nous faisons des choses qui sont très similaires. Peut-être, oui. Je ne souhaite pas répéter ce qui a déjà été dit, mais je serais heureuse d'entendre et de répondre aux questions que vous pourriez avoir. Merci, Docas. Alors, deuxième question, c'est pour vous. Quels sont les bouchons principaux pour l'acquisition du vaccin COVID-19 et du matériel supplémentaire? Je crois que ce que l'on nous a dit des différents pays, en fait, c'est avoir accès, simplement avoir accès. Il y a une disponibilité qui est limitée et nous avons à utiliser une équipe de travail pour la distribution pour faire en sorte qu'il y a une distribution équitable des vaccins à l'heure présente pour que ce soit disponible eu égard aux quantités limitées qui sont disponibles. Je crois que c'est là que se trouve le bouchon et l'embouteillage. C'est la vitesse à laquelle on arrive à distribuer ce vaccin et les fabricants ont manifesté un intérêt à l'heure de distribuer ou de mettre à disposition des doses de COVAX. Un des aspects de ce processus, c'est que la disponibilité est limitée. Et c'est difficile d'expliquer ça aux pays qui sont intéressés à avoir accès à ces doses. Et
et leur dire aussi quand ces doses seront disponibles. Et même si on est en train de parler à moyen et court terme. Un des objectifs de l'acquisition était de faire en sorte que le portefeuille serait équilibré et que les vaccins auxquels nous aurions accès reflèteraient une diversité dans notre portefeuille. Bien entendu, ceci a été un peu difficile à mettre en place parce que la disponibilité des différents vaccins était limitée via ce système d'acquisition. Mais je pense que John a quelque chose à ajouter. À toi, John. Merci, Dorcas. Je crois que tu as abordé plusieurs sujets importants. Lors des premiers moments de ce premier trimestre 2021, on a eu une disponibilité limitée de produits. Il faut que ce soit bien compris. Nous sommes en phase d'envoyer ces premières doses dans les pays. Et ceci se produit depuis 1 ou 2 semaines dans les Amériques. Les premiers vaccins de Pfizer ont été reçus en Colombie la semaine passée. Et cette semaine, nous aurons également quelques envois du médicament AstraZeneca. Avec l'UNICEF, nous faisons en sorte que ces disponibilités limitées soient mises à disposition des pays. Et nous avons certains défis au niveau d'organisation, du point de vue également de la vitesse de réponse du fournisseur. Tout ceci a été difficile, c'est quelque chose qui a été permanent pour l'ICFAO et les fournisseurs. D'autre part, nous avons 3 LTA, AstraZeneca, Pfizer, l'Institut Pfizer, et nous avons aussi d'autres produits qui sont en préparation. Il va falloir les évaluer, il va falloir trouver du temps pour évaluer ces différentes propositions. Et il y a un ordre de priorité qui doit être établi. Ce sont donc des choses prioritaires qui vont être posées dans un avenir très proche. La préparation et organisation des pays est essentielle. Soyez sûr que vous êtes prêts à recevoir ces vaccins, les licences, la responsabilité. Tous ces défis vont aider à l'heure de recevoir vos doses de vaccins. Ici, à la PAO, un des défis que nous avons eu également a été d'avoir le prix pour ces pays, la confirmation pour les commandes de vaccins et les commandes elles-mêmes des vaccins et pouvoir organiser avec Dorcas et l'équipe de l'UNICEF l'envoi de ces vaccins de par le monde. Encore une fois, merci pour votre collaboration, votre participation et nous continuerons à faire le forcing pour que certains de ces bouchons et de ces embouteillages disparaissent. Merci. Merci Dorcas et John pour cette réponse à la deuxième question. Je vais passer à la troisième question, qui est la suivante. Qu'est-ce que les pays peuvent faire pour accélérer ce processus en utilisant des chaînes de distribution qui existent déjà? Je crois qu'une des choses que les pays pourraient faire, c'est de prendre cette opportunité qui est présente pour peut-être, j'appellerais ça, oui, de pouvoir réagir plus vite. Et John a parlé d'établir les prix à UNICEF, on appelle ça une évaluation des coûts. Je crois qu'une des choses que l'on pourrait faire lors de ce processus, c'est nous savons que la disponibilité est limitée, mais dans le processus de la validation, de l'approbation de ces coûts, nous souhaiterions qu'il y ait une flexibilité, c'est-à-dire que vous pouvez recevoir un coût
prévu pour une quantité plus large que ce qui est prévu. Nous avons cette flexibilité que la validation a été donnée. Et sur ce, nous essaierons de vous envoyer les lots le plus vite possible. Je pense que par le passé, dans certains cas, nous avons dû avoir une évaluation des coûts qui était souhaitée, mais il y a peut-être un besoin de davantage de flexibilité sur ce sujet pour avoir une validation pour des quantités supérieures à celles qui sont données au départ. Et il est clair qu'au bout d'un certain temps, vous aurez davantage de quantités, mais il faut faire preuve de flexibilité pour avoir les fonds avec l'agence d'acquisition pour qu'il y ait un envoi plus rapide des doses une fois qu'elles sont disponibles. Une autre chose qui finit par se présenter, c'est que nous devrions voir les documents qui sont nécessaires pour accepter l'estimation des coûts. Et dans certains pays, je pense qu'il y a énormément de paperasse et ce que l'on finit par voir dans une situation de pandémie, c'est que ça devient difficile pour les fabricants d'essayer d'envoyer des lots de vaccins avec ce besoin de remplir tous ces documents. Mais on comprend que pour certains pays, il est nécessaire de faire ceci. Mais il se trouve que dans une situation de pandémie, il faut essayer d'envoyer autant de doses que possible à autant de pays que possible. Et ceci est un obstacle parce que ça peut ralentir le processus. Et une autre chose qu'il faut mentionner, et ce sera la dernière chose que je dis avant de passer la parole à John, et c'est le processus qui existe dans les pays. Encore une fois, nous avons certains pays qui devraient réduire le temps d'attente pour avoir le feu vert et nous demandons aux pays d'avoir une flexibilité pour pouvoir recevoir ces vaccins sur une période de temps très réduite. Et la raison est que les doses doivent être envoyées le plus vite possible dès qu'elles sont disponibles et ne pas devoir attendre cette phase traditionnelle de 10-15 jours avant de recevoir le feu vert de la part des pays et auxquels ils sont habitués dans des processus et des situations plus normales. John, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Oui, merci Dorcas sur certaines choses que tu as mentionnées. Un élément clé de ce processus d'agilité serait de regarder l'information qui est reçue et particulièrement le centre de coût, comme on l'appelle ici à la PAO, pour être sûr que ce que vous allez recevoir et ce qui est indiqué l'information est plus ample que pour des programmes de routine, par exemple le OPD, rétrovirus, etc. Et regardez cette information. Si vous avez des questions à poser, faites-le et faites-le vite. Nous avons la possibilité de répondre. Il y a une question qui est arrivée au cours du week-end venant d'un pays qui était dans la catégorie des pays qui pouvaient recevoir les médicaments. Faites en sorte que le COVAX couvre le coût de ce vaccin avant de signer. C'était une bonne question. Elle est arrivée durant la fin de semaine. Nous avons répondu rapidement et de cette manière, nous pouvons continuer avec ces commandes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser. C'est très important. N'oubliez pas votre programme de routine non plus. Nous faisons tant d'efforts sur COVID, mais nous devons nous concentrer également au programme routine, inventaire, stock, disponibilité, le soutien financier pour les vaccins COVID et vos programmes de routine habituels. Il faut donc que l'on regarde les problèmes financiers qui pourraient exister ensemble de manière à ce que nous puissions accélérer et agiliser
les processus. Et pour terminer, un commentaire sur les seringues. Sans les seringues, il n'y a pas de vaccin, c'est clair. Faites en sorte que vous connaissez votre niveau d'inventaire de seringues. Le marché pour le seringue est très serré. Nous travaillons avec les confrères de Dorcas sur ce front-là. Les deux agences font leur pêche au même endroit, c'est-à-dire que nous avons affaire au même fabricant de seringues. On est en concurrence avec d'autres marchés pour ces seringues et une bonne compréhension de ce que vous avez en disponibilité alors que vous attendez pour vos seringues COVID pour qu'elles arrivent, serait certainement une bonne chose à faire. Je te repasse la parole, Susanna. Merci, merci infiniment pour ces deux participants. Nous allons passer à maintenant quoi? Nous irons ensuite à la fois aux questions. Comme toujours, les enregistrements de cette séance sera disponible en anglais, français et espagnol. Et pour tous ceux qui se sont unis un peu plus tard à nous durant cette retransmission, il y a une interprétation qui est disponible en bas de votre page en cliquant sur l'icône globe. Vous pouvez également poser vos questions et parler de vos expériences sur TechDeck et Telegram. Les liens pour ces différentes formes seront donnés dans le chat. J'aimerais également parler des prochaines séances. Mardi, nous nous concentrons sur les travailleurs de la santé et le personnel sanitaire pour comprendre les vaccins COVID-19. Est-ce qu'ils sont sûrs et efficaces? Nous savons que c'est le cas, mais nous recevons énormément de questions à ce sujet et nous voulons vous donner toutes les informations nécessaires sur ces vaccins COVID-19. Le 23 mars, nous aurons notre séance pour les points nationaux et internationaux en nous concentrant sur l'acceptation et la demande des vaccins COVID-19. Le 30 mars, nous aurons une séance pour les travailleurs et personnels sanitaires sur ce qui doit être fait au niveau du suivi du COVID-19, vaccin COVID-19. Le 6 avril, ce sera au niveau national et subnational. Nous parlons des stratégies de vaccination pour COVID-19. Il y a déjà questions qui nous sont arrivées à ce sujet. Les personnes sont intéressées à ce sujet, donc restez branchés et reconnectez-vous le 6 avril pour cette séance. Nous avons maintenant quelques minutes pour notre foire aux questions. Commençons, si vous le voulez bien, avec ces questions. Continuez à les envoyer dans la section Q&A. Sur ce, j'aimerais commencer avec la première question, qui est la suivante. En rapport avec la prioritisation d'évaluation, la question de Kathleen. Comment est-ce qu'elle renforce la collaboration croisée multinationale durant cette période de COVID-19 et la phase de vaccination, sachant que c'est complexe, qu'il faut travailler avec un nombre important de pays. John, comment est-ce que l'on peut encourager et véritablement tirer profit de cette situation assez unique dans laquelle nous nous trouvons? Oui, c'est une excellente question, Pao. Ici, Catherine, ici à la Pao, nous travaillons, on trouve des manières de travailler de manière plus efficace et de manière plus programmatique. Et on est complètement concentré sur ce sujet ici à la PAO. Il y a énormément de choses en jeu ici pour tout le monde. Et il faut avoir les vaccins qui vont être distribués au personnel sanitaire. On s'est appuyé sur des expériences passées, mais aussi sur de nouvelles expériences, des activités transfrontalières avec des semaines de vaccination comme exemple. Dans l'hémisphère du Sud, il y a également la protection contre le grippe qui est en train d'être distribuée. Et ça a toujours été une activité dans le mois d'avril.
quelles sont les nouvelles opportunités avec ceci et le lancement de COVID pour renforcer le système de santé en général pour nos pays et d'autres dans le monde. Avec le soutien de la MST, nous essayons de nous soutenir mutuellement et ceci veut dire réorganisation de personnel dans les bureaux régionaux, nationaux et de manière mondiale. N'ayez pas peur à demander de l'aide, il y a des opportunités à pouvoir collaborer, réétudier les anciennes stratégies pour peut-être réfléchir à utiliser de nouvelles stratégies. Faites un suivi des informations de manière à ce qu'il y ait autant d'opportunités que possible pour continuer à renforcer la collaboration croisée internationale. Merci, John. Question sur les seringues. Il y a un besoin important pour les seringues. Il y a une question de Andrus qui veut savoir quel est l'accès aux seringues. D'abord, comment est-ce qu'on peut les obtenir et ensuite, à la fin de la vaccination COVID-19, qu'est-ce qui se passera avec ces seringues? John et Dorcas? Oui, alors, je commencerai. Dorcas, je te passerai la parole après. De notre point de vue, les seringues ont une durée de vie sur l'étagère qui est longue et il y a un grand besoin pour les seringues dans des tas de programmes. À ce moment-ci, nous sommes beaucoup plus intéressés à recevoir les seringues nécessaires supplémentaires qui sont celles qui sont recommandées par les fabricants. Et donc, les seringues spécifiquement nécessaires pour ce vaccin. Pfizer a une seringue préférée avec cet espace vide. AstraZeneca a une seringue AD 23 par an, etc. Et nous essayons de gérer tout cela avec les différents pays et avec les fabricants. Après la pandémie, une fois qu'on sera sorti de cette pandémie, les seringues qui existeront encore pourront être réutilisées ou redéployées plutôt dans d'autres programmes. Mais je n'ai pas grand-chose à rajouter de mon côté parce que John a très bien répondu à la question. Merveilleux. J'aimerais savoir pour l'aspect réglementaire, il y a un lien. Ali et son équipe va partager ces liens pour que ce soit accessible. Nous savons que certains participants ont dû s'enregistrer pour avoir accès. Les instructions sur la manière d'y accéder seront données après cet appel. Il nous reste un peu moins de 7 minutes. Je voudrais demander à tous nos experts techniciens et techniques de donner quelques mots de conseil. Vous pouvez brancher vos caméras et donner quelques conseils finaux pour les pays qui sont sur cet appel aujourd'hui. Commençons avec Ali. Ce sera ensuite Dorcas et John qui aura le mot de la fin. Ouais, merci Susanna. Par rapport au lien à l'exercice des simulations, ceci se trouve sur un point SharePoint sécurisé. Et si vous voulez y avoir accès, cliquez sur le lien avec un message qui nous sera adressé et nous répondrons. Un message à transmettre ici, c'est vis-à-vis des activités de réglementation. Il y a des cas très spéciaux maintenant. On a une pandémie. Il y a un besoin pour ce vaccin dans tout le monde. Si les autorités réglementaires souhaitent suivre les mêmes procédures qu'en temps normal, ça prendra un long temps pour avoir accès à ces vaccins. C'est la raison pour laquelle nous demandons une flexibilité et en tant qu'OMS, nous avons un rôle très important à l'heure de garantir la qualité de ces produits. C'est la raison pour laquelle si tous les pays veulent suivre leur procédure normale, il y aura un retard à l'heure d'avoir accès à ces vaccins.
Si vous voulez tester ces vaccins, parce qu'il y a des questions qui ont été posées à ce sujet, ce sera un retard et ce sera peut-être impossible pour eux de tester ce vaccin en laps de temps très court. C'est un processus assez complexe. Et il s'agit en réalité de voir quel est votre risque, quels sont vos risques, mais quels sont vos avantages. Et sur base de cela, prenez votre décision. C'est ça le conseil que j'ai à vous donner. Merci, Ali. Dorcas? Peut-être que Dorcas a eu des problèmes de connexion. Je vais passer à John. John? Merci, Susanna. J'utiliserai les 3 P en anglais. Patience, persévérance et persistance. Enfin, la bouche en français. Patience. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On a des demandes en concurrence. On a un besoin de continuer à collaborer de manière efficace les uns avec les autres. Il faut faire preuve de patience les uns vis-à-vis des autres. Persévérance. Il ne faut pas se rendre. Il ne faut pas s'avouer vaincu. Il y a énormément de tensions politiques, techniques, au niveau des chaînes de distribution. Il faut s'accrocher malgré ces tensions. Et finalement, persistance, il faut faire un suivi, il faut rester impliqué. Et ce sont donc les 3 P qui me semblent importantes. On essaie de mettre ça en pratique à la PAO. On a parfois de moins bons jours, je dirais, mais on fait le forcing pour vous, on fait le forcing pour tout le monde. Merci pour cette opportunité de pouvoir m'expliquer. Merci, merci infiniment à tous nos présentateurs, Ali, John et Dorcas. Nous aurons cet enregistrement de cette séance disponible sous peu et nous aurons également pour que vous puissiez y avoir accès. Toutes les questions qui n'auraient pas été adressées ici seront disponibles avec leurs réponses sous peu. Encore une fois, merci infiniment à nos merveilleux présentateurs, à l'équipe ECHO qui nous aide à préparer cette séance, nos excellents interprètes et encore une fois à vous tous participants à cette séance d'aujourd'hui. Sur ce, nous mettons un terme à cet appel. On vous rend 3 minutes précieuses de votre journée.